Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, c'est l'heure de l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus, un partenariat Front Populaire, le média et Sud Radio. Je suis aujourd'hui avec Michel Onfray, fondateur de La Revue, Maxime Ledagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Thomas Guénolé, politologue, docteur en sciences politiques, essayiste et auteur du livre La fin des haricots, paru aux éditions Plomb. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Alors on va parler de votre livre, Thomas Guénolé, bien sûr, mais auparavant, actualité oblige, après l'allocution du président de la République mercredi, les tensions, les blocages et les manifestations qui ont suivi toute la semaine et jeudi en particulier, on va se demander ensemble, Macron, comment sortir de l'impasse, parce que c'est pas si simple. Quel avenir pour le gouvernement après l'échec de la motion de censure et l'allocation du président? Un gouvernement peut-il longtemps gouverner contre son peuple? Le Conseil constitutionnel peut-il annuler le projet de réforme? Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons. Mais je commencerai par vous demander, Thomas Guénolé, si vous avez écouté le verbe du président mercredi, et surtout, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que les esprits ne s'apaisent pas? Alors, je n'ai pas écouté Emmanuel Macron. Et de manière générale, en fait, ça fait plusieurs années, je le dis toute honte bu, je fais une confession ce matin. Oui. Ça fait des années que je n'écoute plus les discours politiques. Ça fait au moins 5 ans. Parce que ça m'ennuie. Ouais, moi c'est clair. Non mais je vous le dis, voilà, parce que ça m'ennuie, parce que c'est une perte de temps généralement, et que en optimisme. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, et donc c'est plus efficace pour moi de lire les résumés que me font l'AFP ou France Info, ou des choses comme ça, ou Sud Radio d'ailleurs. Donc j'ai lu le résumé et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'annonce particulièrement substantielle. Voilà. Beaucoup de blabla, peu de mesures concrètes. Donc j'ai bien fait de ne pas écouter. Vous voyez. Voilà. Bon, alors on va quand même vous poser une question. Oui, les mouvements de grogne ne redescendent pas. Ouais. C'est pas de la grogne, il faut faire attention. Non, c'est plus que ça, c'est de la colère là. C'est de la colère, voilà. C'est-à-dire que la grogne, c'est pour les cochons, quoi. Là, on parle de gens. Et donc on s'est habitué à un vocabulaire qui est celui de la grogne, alors que on parle bien de gens qui sont en colère. Alors, je m'empresse de préciser que je ne pense pas, moi, qu'on soit dans un risque insurrectionnel. Je sais qu'il y a des cellules interministérielles sur un risque insurrectionnel. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Ce que je veux dire, c'est que même au moment du soulèvement des Gilets jaunes, qui pour le coup était un soulèvement de très grande ampleur, au moins dans les premières semaines, à l'époque, ce qu'on constate, c'est que les Gilets jaunes n'ont jamais essayé de prendre l'Élysée. Ils n'ont même pas essayé. Et les Gilets jaunes n'ont jamais attaqué l'Assemblée nationale pour l'occuper. À partir du moment où vous n'avez même pas ça, vous n'êtes pas dans un mouvement insurrectionnel. Bon, aujourd'hui, on est très en dessous, même pas de ça, mais du niveau du soulèvement des Gilets jaunes. Donc, ce qu'on a, c'est quelques poubelles cramées, quelques bagnoles en mauvais état, des affrontements avec... alors, je ne sais pas si on peut continuer à dire force de l'ordre quand on parle de certaines unités de police qui se comportent comme des racailles en uniforme, mais en tout cas, moi, la seule chose qui m'inquiète particulièrement dans les troubles sporadiques qu'on a actuellement, c'est qu'il y a une partie des gens qui ont été recrutés dans les forces de l'ordre qui n'ont manifestement ni le niveau, ni le sang-froid. Et j'ai vu une vidéo où un gendarme reprend sèchement des gros bourrins qui s'y prennent comme des brutes épaisses, côté force de l'ordre, et je ne connais pas le nom de ce gendarme, je voudrais lui adresser de tout mon cœur mes sincères remerciements. Oui, alors vous avez quand même négligé de dire qu'il y a toute une partie du pays dont on parle peu, mais qui est paralysée en ce moment. Regardez ce qui se passe dans l'ouest de la France. Oui, les blocages des raffineries. À Nantes, il se trouve que j'ai des attaches familiales dans cette partie de la France. Voilà, il se trouve, figurez-vous, que l'on ne trouve plus d'essence. Oui, alors c'est vrai que... moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus il y a quelques années qui s'appelle Antisocial, où je revenais sur l'histoire des mouvements sociaux, qu'est-ce qui fait qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. Et j'étais arrivé à la conclusion que l'élément décisif, c'est est-ce qu'il y a blocage de l'économie ou pas. C'est ce qu'on appelle la grève générale. Grève générale, le terme est piégeux parce qu'on peut croire que ça veut dire que tout le monde se met en grève générale. Mais c'est faux. Grève générale, c'est juste le blocage de l'économie. Et donc, c'est essentiellement carburant, transport en commun.
Ça, c'est vraiment décisif. Et même le carburant tout seul suffirait. Mais à ma connaissance, on n'en est pas à une situation de blocage pur et dur. Total encore, bien sûr. Voilà. Et puis depuis la diffusion massive du télétravail, objectivement, c'est plus difficile de paralyser l'économie par le blocage via le carburant. Alors, vous avez un point commun avec Michel Onfray qu'on va retrouver on a quelques-uns, c'est vrai. Dans un instant. Vous avez signé une pétition, celle qui a été lancée par l'hebdomadaire Marianne. Vous l'avez signée tous les deux. De quoi s'agit-il, Maxime ? Alors, c'est un appel à tous les citoyens et à tous les démocrates du maire général qui a été lancé le 17 mars par le journal Marianne, effectivement. Cet appel, qui a déjà recueilli environ 200 000 signatures, un peu plus sans doute à l'heure actuelle, promeut le recours au référendum pour trancher l'actuelle crise des retraites. Crise qui, rappelons-le, s'est soldée par un passage en force de la Macronie. Pour Marianne, le référendum est la voie raisonnable en fait pour sortir du chaos, entre guillemets, même si effectivement Thomas Guénolé a raison, on n'est quand même pas dans une forme de chaos à l'heure actuelle. Elle promeut également le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui est un dispositif mis en place par la réforme constitutionnelle de 2008, mais qui est très compliqué à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut un dépôt de loi validé. Oui, c'est ça. 20% de parlementaires, ça serait possible parce que la NUPES a déjà commencé à mettre en place cette initiative-là. Ils ont assez de députés et de sénateurs pour que ça puisse passer. En revanche, ensuite, il faut que le Conseil constitutionnel valide l'ensemble et il faut 4,8 millions de signatures c'est ça, les inscrits. De citoyens. C'est ça. Je vais demander à Michel sur la liste électorale, c'est du délire. Je vais demander à Michel Onfray, à circonstances exceptionnelles, vous pensez que le recours au référendum, de manière très gaulliste d'envisager la situation, est souhaitable, Michel ? Oui, enfin, je le dis, mais je n'y crois pas une seule seconde. Je sais très bien que Macron n'en fera rien. Ce sont des gens, enfin, les Maastrichtiens sont des gens qui refusent le peuple, qui sont dans des logiques populicides et qui essaient d'économiser le peuple et de l'enjamber. Donc, on a bien vu qu'en 2005, quand le peuple dit ce qu'il pense du traité européen, en 2008, on fait savoir au peuple qu'il a tort et qu'il a mal voté. Donc, surtout pas le référendum pour ces gens-là. Donc, j'ai signé parce qu'effectivement, je pense que ce serait la solution, ce serait le retour à la démocratie, mais je pense que quelqu'un qui est en train de supprimer la démocratie n'a pas du tout envie de revenir à la démocratie et que Macron est un autocrate, la chose est visible depuis longtemps. Moi, je le dis depuis très longtemps. Ça fait plus de 5 ans que je le dis et ça me vaut d'ailleurs d'être blacklisté sur un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre d'endroits. On commence à comprendre effectivement que le personnage est un autocrate assez méprisant, un peu psychopathe, mais d'une certaine manière, parce que quand on est rigide à ce point-là et qu'on ne veut pas entendre ce qu'est la rumeur ou la clameur du pays, c'est qu'on a quand même un problème avec soi-même. Thomas Guénolé, vous partagez cette idée, Macron autocrate ? En fait, le problème maintenant pour moi, c'est une évolution personnelle, c'est que j'essaye de ne pas parler des personnes et de parler uniquement des sujets de fond, parce que quand on parle des personnes, on ne retient que ce qu'on a dit sur les personnes. Donc moi, je vais vous parler de la réforme des retraites. Sur un enjeu aussi énorme, je pense qu'on ne peut pas avoir 25% des électeurs qui imposent leur volonté aux 75% qui restent. C'est ni plus ni moins que le principe de la tyrannie, une minorité qui... Oui, donc ça va pas. Ça va pas. Premier point. Deuxième point, parce que c'est vraiment très dangereux en soi, quel que soit le sujet. C'est très dangereux pour la cohésion de la société. Donc je fais partie des gens, pour cette raison, qui ont signé, comme Michel, l'appel de Marianne à organiser un référendum, en tant qu'outil de pacification par la démocratie. Je propose aussi, j'en ai pas encore parlé, donc j'en parle chez vous, je propose que la réforme des retraites soit intégralement réécrite par une convention citoyenne, intégralement tirée au sort, comme on a fait pour le climat. Parce que, voyez-vous, moi je ne crois plus à la démocratie représentative. Je pense que ce modèle est arrivé à l'épuisement. On pourra en discuter plus longuement si vous voulez, mais je pense qu'en fait, pour plein de raisons, ce n'est même plus un système souhaitable. Je suis pour la stococratie, c'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir est à l'Assemblée, et l'Assemblée, ce sont des citoyens tirés au sort. Et donc, commençons par une convention citoyenne de réécriture de la réforme des retraites, non pas par des politiciens professionnels qui sont des caricatures ambulantes de ce que nous, citoyens, nous pensons, mais par un échantillon tiré au sort des citoyens eux-mêmes, et ensuite soumettons leur travail au référendum. Et à mon avis, on aura une réforme des retraites qui sera pas du tout la même et qui sera beaucoup plus intéressante. J'ajoute que, juste un point juste, parce que ça, on n'en parle pas assez à mon avis, sur la question de la revalorisation des pensions des retraités, je suis pour une redistribution des richesses entre vieux. C'est-à-dire que je pense qu'il faut une contribution
sur les seniors qui ont le plus gros patrimoine pour redistribuer de la richesse aux retraités pauvres. Dans un instant, Michel Onfray va nous dire ce qu'il en pense. Nous revenons dans un très court instant. Quel avenir pour le gouvernement après l'échec de la motion de censure? Et on se demandera avec vous, Maxime Le Nagard, si le Conseil constitutionnel peut annuler le projet de réforme. Ce sera notre question. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire La Revue et Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray avec lequel nous avons quelques problèmes de liaison, mais on va essayer d'améliorer les choses. Maxime Le Nagard, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité Thomas Guénolé, politologue, docteur en sciences politiques, essayiste et auteur du livre La fin des haricots paru aux éditions Plomb. Alors, on a encore vu jeudi une très forte mobilisation dans les rues de France, des scènes de violence aussi, de part et d'autre, auxquelles on s'était malheureusement habitué pendant les Gilets jaunes. Vous disiez, Thomas Guénolé, que une des manières de sortir de cette crise serait, pourquoi pas, de demander à des citoyens réunis au sein d'une convention citoyenne de s'emparer, tirer au sort, de s'emparer de ce projet de réforme, de se mettre au travail, de réécrire le projet de réforme et ensuite de le soumettre au référendum. J'avais envie de demander à Michel Onfray ce qu'il en pensait. Alors, Michel, est-ce que vous entendez très mal, je crois? Non, j'entends rien du tout. Donc Ah, là c'est problématique. Alors on enchaîne. Le président semble reproduire la stratégie Thomas Guénolé déployée pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire laisser le mouvement social se radicaliser. Vous permettez, Stéphane? Oui, je vous en prie. Si ça peut vous dépanner, en fait, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de Bing de m'écrire un texte sur la réforme des retraites en imitant le style et les idées politiques de Michel. Et comme on n'arrive pas à le joindre... ça c'est une proposition originale. Donc, c'est Michel qui parle, hein, selon l'intelligence artificielle de Bing. Allez-y. C'est une première, je crois. Oui, c'est une première. La réforme des retraites est une nouvelle attaque contre les travailleurs et les classes populaires. Elle vise à détruire le système solidaire et redistributif hérité du Conseil national de la résistance au profit des intérêts privés et des marchés financiers. Elle s'inscrit dans la logique néolibérale et autoritaire du macronisme qui méprise le peuple et ses aspirations. Face à cette réforme, il faut résister, se mobiliser, se révolter. Il faut défendre le modèle social français fondé sur la solidarité, la justice et la dignité. Il faut réinventer une gauche populaire et souverainiste qui s'oppose au capitalisme mondialisé et à l'Union européenne. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. L'intelligence artificielle nous a donc reconstitué pour dépanner. Ça ne remplacera pas le verbe de Michel, mais au moins c'est dans l'esprit. Sur la ligne, voilà, c'est d'accord. Le président, alors Thomas Guénolé, plus sérieusement, le président semble reproduire une stratégie qu'on a déjà vue pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire laisser le mouvement social se radicaliser, pour ensuite, pour incarner le retour au calme et à l'ordre le moment venu. C'est-à-dire qu'on va laisser la rue embraser les poubelles, on va voir des scènes de violence qui vont finir par fatiguer l'opinion. C'est en tout cas là-dessus que le gouvernement semble miser actuellement. Ça vous laisse de marbre. Non, je réfléchis à votre interpellation parce qu'elle soulève des enjeux qui sont importants. Je pense qu'on arrive en fait au bout de la Ve République en tant que telle. Pour moi, c'est ça que soulève ce que vous dites. C'est-à-dire que dans une cité, la cité avec un grand C, la cité au sens politique du terme, dans une cité saine, politiquement saine, on n'est pas dans une situation où de telle brutalité dans tous les sens. C'est-à-dire que finalement, il y a du conflit partout. Tout ça n'est pas sain. Et donc, je pense vraiment, et j'interpelle, je demande aux gens qui nous écoutent, je leur demande simplement de réfléchir à cette possibilité, parce que je sais que ça sort de notre zone de confort, mais vraiment, je pense qu'il est temps de remplacer nos institutions politiques auxquelles nous sommes habitués, qui sont des institutions très, très infantiles, en fait, et infantilisantes, par une assemblée de citoyens tirés au sort, et c'est elle qui nous gouverne. Vous savez, à l'époque de la Révolution française... C'est une proposition qui a existé, en plus, par le passé, du temps des Romains, si je ne m'abuse, des Grecs. C'était absolument. C'était à Athènes. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a encore aujourd'hui, il y a certaines assemblées constituantes, par exemple au Chili, ont pu être tirées au sort, en Islande, ont été tirées au sort, mais dans les temps modernes, une assemblée
intégralement tiré au sort et qui gouverne en tant que Parlement du pays de manière permanente, en renouvelant donc les effectifs tous les 3 ans, ça n'existe pas. Mais je pense que ce serait beaucoup plus sain en fait, parce que ça y est, on est arrivé à une maturité politique collective et à un niveau d'éducation collectif, au moins dans les pays riches, qui font que la stochocratie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, est possible. Et donc je ne dis pas, je sais que c'est quand on l'entend pour la première fois, ça peut bousculer, mais je demande aux gens qui nous écoutent simplement, je leur demande de manière tout à fait respectueuse de réfléchir à cette idée. Oui. Alors, il y a certains esprits un peu taquins qui font remarquer d'ailleurs que le personnel politique, le niveau du personnel politique a pas mal baissé ces dernières années. On a vu des gens d'ailleurs au moment de la première Assemblée nationale à dominante Renaissance, c'est-à-dire le parti présidentiel, on a vu émerger des tas de nouvelles têtes et dont on s'est dit et on a entendu les discours qui étaient d'une insigne faiblesse. Donc finalement, ce que vous proposez, c'est que ce sont des citoyens finalement tirés au sort ne seraient pas plus mal dans le fond, si je me fais votre interprète. J'ai beaucoup fréquenté le monde de politiciens professionnels pendant une dizaine d'années et je suis arrivé à la conclusion qu'à quelques exceptions près, qui étaient des gens extraordinairement intelligents. Par exemple, j'ai eu l'honneur de travailler pour Jean-Louis Borloo, qui est un pur génie. Michel Rocard était un génie. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais sinon, en moyenne, de ce que j'en ai vu, la classe politique professionnelle nationale est en dessous du niveau moyen de la population, au moins du point de vue moral, à tout point de vue, plus menteur, plus corrompu, plus clientéliste, plus manipulateur, plus courtisan, plus intriguant, etc. Plus sectaire aussi. Mais comme ils sont plus sectaires pour des raisons de clientélisme électoral, comme vous le savez, le sectarisme, ça rend bête. Et donc, en soi, le sectarisme rend stupide, ça rend idiot. Et donc, on a avoir une classe politique nationale professionnelle, c'est entretenir la stupidité dans l'exercice du pouvoir politique. Et donc, si nous avions une assemblée intégralement de citoyens tirés au sort, nous aurions, et pour 3 ans, et après ils reviennent plus, nous aurions des gens qui seraient, avec toute la diversité des opinions politiques qu'on a en France, mais qui, parce que ce sont des citoyens ordinaires, dans le sens positif du terme, eh bien ce seraient des gens globalement pas sectaires, prêts à changer d'avis, prêts à essayer de se convaincre mutuellement, prêts à débattre, parce qu'on en a tous fait l'expérience. Quand on parle avec des gens qui sont très militants, très politisés, très je suis dans un parti, ou pire, un élu professionnel, mal en général. Vous avez remarqué, c'est les secrets d'une soirée ratée. C'est des gens sectaires. Mais quand on est avec des gens qui ont des convictions, parce qu'on en a tous en vrai, mais qui ne sont pas des politiciens professionnels, en fait, on peut discuter et on est ouvert au fait de changer d'avis plus ou moins partiellement sur tel ou tel sujet. Et moi, j'ai envie d'une assemblée qui ressemble à ça et non pas d'une assemblée qui soit un rassemblement grotesque de caricatures de nos propres idées, un miroir déformant de clowns. Et je note, soit dit en passant, qu'avant le cirque ambulant de l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites, quand je parlais de les remplacer par une assemblée tirée au sort, ça avait l'air d'une utopie un peu dingue. Mais depuis qu'on a vu ce grand cirque, je note que les regards des gens changent maintenant quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, ça peut pas être pire. Ouais, c'est pas faux. Alors quand même, techniquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Si, il faut faire évoluer la Constitution. Oui, ça c'est un détail. Alors, c'est un détail. On en a changé déjà 18 ou 19 fois. Exact, mais ça nécessiterait concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire un référendum pour changer de Constitution. Voilà. Oui, ça tombe bien, elle est très mal écrite. J'encourage les gens qui voudraient y consacrer 1 ou 2 heures de leur vie à lire la Constitution française, dont on nous parle souvent comme étant un texte fondamental, etc. Alors, elle a été beaucoup retouchée. Lisez-la. Son esprit originel était quand même pas mal. Et elle a fait ses preuves pendant longtemps. Non, lisez-la, c'est absolument imbitable. C'est-à-dire, c'est très très mal écrit. Je veux dire, je dis ça en tant qu'auteur de livre. La Constitution de la République française, c'est pas un roman de gare non plus, une Constitution. Je suis désolé, mais quand on compare, par exemple, à la Constitution des États-Unis d'Amérique, là, il y a un style littéraire. C'est un beau texte. Dire que M. Debré, qui était l'auteur, c'était Michel Debré. L'auteur de la 5e Constitution. La Constitution de la 5e République, l'un des auteurs principaux, effectivement. Mais en fait, quand vous lisez ça, il n'avait pas le verbe aiser, c'est ce que vous voulez dire? C'est un travail de juriste en droit public dans le pire sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez l'impression de lire une longue circulaire administrative. C'est vraiment un texte moche
sur le style. Et je pense que nous, la France, on peut faire mieux que ça. Alors, dans cette dernière minute qui nous reste avant de parler de votre livre, je voudrais vous demander, mon cher Maxime, s'il y a un espoir d'abandon de cette réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. Vous êtes penché sur cette question. Pouvez-vous nous expliquer les raisons que pourrait invoquer le Conseil constitutionnel pour annuler cette réforme? Tout à fait, Stéphane. Pour les spécialistes, qui sont donc des constitutionnalistes, on peut opposer à la réforme 2 griefs d'inconstitutionnalité. D'abord, le véhicule législatif. On en avait parlé dans une précédente émission ici même. La réforme, comme vous le savez, a été insérée dans un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, qui est donc un texte budgétaire qui permet d'encadrer en la limitant la durée des débats au Parlement via l'article 47.1 que personne ne connaissait il y a encore 15 jours, mais maintenant il commence un peu à rentrer dans les esprits, qui est l'article 47.1 de la Constitution dont on parlait. Or, il n'y avait pas de raison pour beaucoup de constitutionnalistes de faire appel à cet article-là et de limiter les débats, si ce n'est pour les torpiller, parce que c'était quand même le principe. Par ailleurs, plusieurs articles de la réforme des retraites sont en théorie peu compatible avec ce type de véhicule législatif qui est strictement budgétaire. 2, il y a un principe qui s'appelle le principe de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui est un principe apparu dans la jurisprudence depuis 2005 et qui sert en quelque sorte de garde-fou aux abus en tout genre. En fait, d'une manière générale, pour résumer, il faut que les débats se déroulent le plus honnêtement possible. Et au nom de ce principe, le Conseil constitutionnel pourrait censurer la réforme, puisque l'Assemblée nationale, on le rappelle, n'a pas voté le texte. Elle a arrêté son examen à l'article 2, alors qu'il y avait 20 articles dans le projet. Au Sénat, il y a l'article 38 du règlement du Sénat qui a été utilisé pour limiter le nombre d'orateurs dans les débats. Donc les sages du Conseil constitutionnel pourraient tout à fait considérer que le débat n'a pas eu lieu dans les règles, voire qu'il n'a pas eu lieu du tout. Donc on verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Il a 1 mois pour se prononcer. Voilà, dans un instant, on revient et on va parler du livre de Thomas Guénolé, La fin des haricots, paru aux éditions Plomb. On va se poser la question suivante. Face à l'urgence climatique, faut-il un gouvernement mondial? À tout de suite sur Sud Radio. C'est ça un chariot à prix Netto. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Le nombre de produits peut varier selon les magasins. Liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur netto.fr. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Vous écoutez l'heure libre, 60 minutes de propos non convenus en partenariat avec Front Populaire, la revue des souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs, et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray. Enfin, on essaye d'être en compagnie, notre liaison n'est pas excellente ce matin. Maxime Lenagar, rédacteur en chef de Front Populaire, est avec nous et notre invité est Thomas Guénolé, politologue, docteur en sciences politiques, essayiste et auteur du livre La fin des haricots, paru aux éditions Plomb. Alors, je le disais à l'instant, Thomas Guénolé, vous sortez un plaidoyer pour un réveil écologique. Et ce qui est intéressant dans ce plaidoyer, c'est que vous ne participez pas, non, vous ne participez même pas du tout à l'idée, à ce catastrophisme ambiant dont les Verts sont souvent les porte-paroles, c'est-à-dire l'idée que nous allons dans le mur, c'est absolument épouvantable, etc. Vous participez pas à cette ambiance dans ce livre? Effectivement. En fait, je vais vous dire très précisément, il y a un truc. J'en ai vraiment marre. C'est tous ces gens de plateau télé en plateau radio, voilà, il y en a une dizaine qui tournent en boucle, et qui viennent pour dire la situation écologique est très grave. Ils ont raison, hein. Et ils disent, en substance, on va tous mourir. Alors là, forcément, ils ont notre attention. Et là, nous, on attend. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la catastrophe? Et là, quelle est leur réponse? Ah, mais on va tous mourir. Oui, d'accord, j'ai entendu, mais on peut faire quoi? Ah on va tous mourir. C'est tout. C'est-à-dire l'écologie du diagnostic de pure panique. C'est-à-dire que moi, de tempérament, profondément, quand il y a un grand incendie, les gens qui m'intéressent, c'est pas ceux qui continuent à hurler qu'on va tous mourir parce qu'il y a le feu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont des propositions et des initiatives pour résoudre le problème et éteindre le feu. Ça m'intéresse. Et donc, je me suis dit, sur ce sujet très important, là où je peux me rendre utile, vu de ma fenêtre de politologue, et ayant travaillé, voilà, je mentionnais, j'ai été conseiller de Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, je me suis dit, je peux apporter ma pierre, non pas en disant moi aussi, on va tous mourir, mais en faisant un bouquin entier d'écologie des solutions. Donc, d'habitude, dans un bouquin sur l'écologie, vous avez presque tout le bouquin qui est consacré à décrire les problèmes. Et vous avez dans la conclusion des propositions, mais pas forcément développées. C'est trop bête, on est déjà dans la conclusion, au revoir. Donc moi j'ai fait le contraire, je fais du diagnostic dans l'intro, tout le reste ce sont des propositions. Et donc moi, vous savez, on se connaît depuis quelques années maintenant, Stéphane, et vous savez que mon état d'esprit, c'est de dire, voilà, moi je mets les choses sur la table, j'ai travaillé avec honnêteté
et avec rigueur, en allant voir les meilleurs experts, en me documentant. Il y a des conversations avec des experts qui sont racontées dans le livre d'ailleurs, et donc ça se voit que sur certains sujets je pars de loin, quoi. Et je mets tout ça sur la table, et après les gens qui vont lire le livre, vous piochez dedans ce qui vous va. Vous et moi, on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout, parce que ça aussi c'est ma différence importante avec un certain nombre de gens sincèrement écologistes, c'est que beaucoup de gens écolos, soit vous êtes d'accord avec eux sur tout, soit vous n'êtes pas assez pur et donc vous faites partie du problème. En ce qui me concerne, s'il y a une seule proposition dans ce bouquin sur laquelle vous et moi on est d'accord, on peut bosser ensemble au moins sur ça. Et moi, c'est mon état d'esprit. Alors, quand même, Thomas Guénolé, c'est pas la première fois. On reste quand même un peu sur le constat. Pardonnez-moi de revenir avant d'arriver aux solutions. Il faut quand même partir du constat. C'est quand même pas la première fois que la Terre connaît une période de réchauffement. Vous en conviendrez. Souvenez-vous. Groenland, Greenland, c'est pas la première fois. Et qu'est-ce que vous dites justement à ceux qui disent que la vie peut s'adapter, que la vie s'est toujours adaptée aux dérèglements climatiques qui ne sont pas L'homme ne peut pas respirer sous l'eau. Oui, voilà, d'accord, j'ai entendu. Voilà, c'est juste, il y a une limite à l'adaptabilité humaine. Il y a une limite à ce qu'un vieux peut supporter pendant des canicules, surtout quand la canicule devient la norme et non pas l'exception. Il y a une limite au nombre de gens qu'on peut avoir sur Terre en fonction de la masse de nourriture qu'on peut produire, qui elle-même dépend du climat qu'on a sur Terre. Et donc, tout ça, l'enjeu de bien poser le diagnostic est un sujet très complexe, mais ça tombe bien. On a littéralement tous les scientifiques spécialistes du sujet qui bossent ensemble pour nous produire des rapports. Ça s'appelle les rapports du GIEC. Et les rapports du GIEC, la conclusion, c'est qu'on va dans le mur. Et que si on veut arrêter d'aller dans le mur, il faut notamment, il y a d'autres sujets, mais le sujet prioritaire, c'est arrêter totalement le charbon, le pétrole et le gaz. Totalement. Pas dans 20 ans, demain. C'est-à-dire que chaque jour... Donc vous n'êtes pas contre l'énergie nucléaire, puisqu'il faut arrêter demain, on n'est pas encore en capacité d'avoir des énergies totalement renouvelables à la place. Je vous l'ai dit, moi, par principe, je suis ouvert d'esprit. Je sais qu'on est dans une mode du tout ou rien, t'es d'accord avec moi ou t'es un problème. Moi, je suis pas comme ça. Et donc, j'ai aucun problème avec les gens qui sont anti-nucléaires. Juste, je suis pas d'accord avec eux, c'est tout. C'est pas grave, ça arrive. C'est que si l'enjeu c'est l'écologie, alors j'affirme que le nucléaire n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que le nucléaire est une énergie décarbonée. Voilà, c'est un fait. Et les déchets radioactifs, hautement radioactifs qui posent problème, c'est des choses qu'on sait stocker. C'est des choses qu'on sait faire. Donc, ça va. L'argument que je trouve pertinent quand on est anti-nucléaire, c'est le rapport au risque. De dire, le risque, ça pète rarement, mais quand ça pète, c'est une telle catastrophe que donc il ne faut pas de nucléaire. Ça, c'est un élément de rapport au risque. J'entends cet argument, je respecte cet argument, je ne suis pas en accord non plus avec cet argument, parce que si on raisonne en nombre de morts, en fait, il est incohérent d'être contre l'énergie nucléaire pour ce motif et ensuite de prendre sa bagnole. Ou de prendre l'avion, dont le taux de mortalité est largement supérieur. Absolument. Donc, moi, je suis un rationaliste. Je pense sincèrement qu'en fait, les gens qui sont anti-nucléaires civils, au fond d'eux, en réalité, sont anti-nucléaires militaires. Et donc, je veux leur dire que là-dessus, moi, je suis d'accord avec eux. Je pense que l'arsenal nucléaire est une saloperie. Avec 500 mégatêtes nucléaires, vous avez suffisamment d'arsenal pour détruire la vie sur Terre. Et vous savez combien on en a aujourd'hui ? On en a 12 000. Vous avez déjà entendu une connerie plus grave que ça ? Pourtant, on n'en parle pas, tout le monde s'en fout, etc. Donc, moi, je suis vraiment, mais de manière acharnée pour le désarmement nucléaire. Par contre, j'ai aucun problème avec le nucléaire civil, pour vous répondre clairement là-dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous inspire, pardonnez-moi, je fais un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce que vous inspire ce chiffre ? 0,9% des gaz à effet de serre proviennent de la France. Autrement dit, on questionne beaucoup les Français sur ce sujet, alors qu'ils sont presque totalement impuissants à leur échelle à changer le monde. C'est pas vrai. Pardon de vous le dire, c'est pas vrai. D'abord, la situation est tellement grave que tous les pays doivent faire plus d'efforts, même ceux qui seraient déjà vertueux. Même les pays les plus vertueux au monde ne le sont pas encore assez par rapport à l'enjeu écologique, puisqu'aucun pays au monde, alors je vous parle, n'est déjà totalement sorti du pétrole, du charbon et du gaz, ce qui est déjà le minimum qu'il faut faire. Premier point. Deuxième point, la France ne rejette que 1% des émissions de CO2 dans le monde, c'est vrai, en tant que pays producteur. Mais en tant que pays consommateur, en tant que pays consommateur, il y a tout ce qu'on importe. Et ce qu'on importe n'a pas du tout un bilan carbone neutre ou négatif ou faible. Quand vous raisonnez sur notre contribution en tant que producteur et en tant que consommateur, y compris de nos importations, là, le bilan carbone de la France, il est dégueulasse.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Luc Ferry, qui lui avait d'ailleurs signé une très belle contribution dans Front Populaire il y a quelques mois. Il nous disait, même si les Français s'arrêtaient de respirer et même s'ils venaient tous à disparaître, ce qu'on ne souhaite pas évidemment sur notre antenne, ça ne changerait absolument rien, puis c'est un problème mondial. Alors je m'entends très bien avec Luc. Ouais. C'était pas ma question. Non, mais je le précise parce que je m'apprête à exprimer un désaccord franc et massif. Donc voilà, je m'entends très bien avec Luc à titre personnel. Cela étant, ce qu'il dit est vrai pour la France en tant que producteur. Par contre, c'est complètement faux, mais complètement faux en tant que consommateur. Donc il faut qu'il revoie son sujet. Et je le dis avec toute l'amitié du monde. Alors, dans votre livre, on arrive à l'essentiel de votre livre après ce constat sur lequel on a pu noter vos commentaires et réflexions. Dans votre livre, vous faites des propositions pour vivre plus en harmonie avec la planète, pour réduire l'empreinte carbone. Et justement, Maxime Le Nagard, vous allez nous résumer les propositions du livre de Thomas. Oui, avec plaisir, en commençant par reconnaître effectivement à Thomas Guénolé 2 mérites. 1, il fait parler des spécialistes et les études, il l'a dit à l'instant. Et 2, il évite effectivement les postures. Parce que je suis pas tautologue, quoi. C'est bien de le reconnaître. Éviter les postures, catastrophistes et punitives, on le disait aussi. Il propose des choses concrètes, propositions qu'on peut contester, on peut le faire, mais qui ont le mérite d'exister. Donc 10 chapitres pour 10 propositions, je vais pas toutes les faire, mais la première, c'est il faut un gouvernement écologique mondial, c'est-à-dire problème global, solution globale. C'est très bien résumé, merci. Il faut que l'humanité progresse vers une civilisation mondiale, en l'occurrence écologiste. Thomas Guénolé est cosmopolite, il ne s'en cache pas. 2, il faut sauvegarder les mers et les océans, donc lutter contre la surpêche, contre les déchets plastiques, contre l'acidité des eaux due au réchauffement climatique, développer une permaculture marine, etc. Une reforestation également, parce qu'il y a 20% des émissions de gaz à effet de serre qui ont pour cause la déforestation, donc il propose un grand plan de reforestation. C'est le meilleur capteur carbone disponible en réalité, la forêt. Donc au lieu de faire des machines compliquées pour aller chercher du CO2 dans l'air, faut planter des arbres. Planter des arbres donc, il faut des villes vertes également, il parle beaucoup d'urbanisme vert qui n'est pas qu'une mode de bobo selon lui, quelque chose de très important. C'est la transformation de l'urbanisme, absolument. Arrêter les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, il en a parlé à l'instant, avec du nucléaire et des énergies renouvelables, donc pas l'un ou l'autre, mais les deux potentiellement. Il faut les deux. De toute façon, la situation énergétique est tellement grave au niveau écolo que pareil, on doit prendre tout ce qu'on peut pour résoudre le problème, et donc c'est pas nucléaire ou éolien et solaire, c'est l'ensemble. Tout ce qui est possible de faire. Des transports verts également, puisque les transports concernent environ 20% de l'ensemble des émissions de CO2 humaines, donc des avions solaires potentiellement, des carburants alternatifs si possible. Biocarburants pour les avions. Biocarburants, des transports collectifs le plus possible et privilégier le télétravail. Il faut arrêter de produire des déchets. Pour l'école blanc, oui. Pour ceux pour qui c'est possible, effectivement. Arrêter de produire des déchets. 2 milliards de tonnes de déchets en 2020. La quantité est en hausse selon la Banque mondiale d'ici 2050. Faire payer les multinationales à ce sujet. Développer le recyclage. Arrêter l'obsolescence programmée, qui est quand même effectivement un Sur le recyclage, il faut copier le modèle allemand, qui est le meilleur au monde. Je lance un appel aux artistes pour que le mouvement s'intensifie de faire des œuvres d'art à partir de déchets. Parce que c'est un élément très fort visuellement et artistiquement pour faire une prise de conscience dans la population. Donc c'est une parenthèse, c'est pas dans le bouquin, mais j'y pense en vous écoutant. Mais je vous en prie, allez-y. Non, mais vous vouliez parler, je crois d'ailleurs, de l'obsolescence programmée. Oui, parce que ça parle à beaucoup de monde et j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. On va expliquer ce que c'est quand même pour les L'obsolescence programmée, c'est le fait que les producteurs de biens de manière générale, ce qu'ils font, c'est ils vont à la limite de ce qui est acceptable pour nous, consommateurs, en termes de rapidité à laquelle l'objet se casse. Je résume. Ouais, en gros, on fabrique du provisoire. On fabrique du provisoire, mais on va vraiment à l'extrême limite de ce que nous, consommateurs, pouvons accepter. Et donc, par exemple, apparemment, ce que nous, on accepte, c'est qu'un smartphone tombe en panne au bout de 2 ans. Apparemment, on l'accepte. En vrai, on pourrait avoir des smartphones qui tiennent pendant 5 ans. C'est juste que ça devrait être fait différemment. Et on obtient ça comment ? On obtient ça grâce à la régulation, la réglementation. Donc il y a une association que j'ai interrogée là-dessus qui s'appelle HOP, c'est facile à retenir, Halte à l'obsolescence programmée, je les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Et eux, une de leurs propositions phares, c'est de dire, pour tous les biens, en particulier tout ce qui est ordinateur, smartphone et fringues, il faut passer systématiquement à une garantie du produit pour 5 ans. Et vous allez voir que du jour au lendemain, étonnamment, les produits vont durer 5 ans et 1 jour. Et ils tomberont en panne ou ils ne seront plus utilisables comme les vêtements au bout de 5 ans et 1 jour. Mais du coup, on aura moins de déchets
automatiquement, et on entrera dans quelque chose de beaucoup plus durable. Donc effectivement, alors oui, ça coûtera plus cher, mais ça vous durera plus longtemps, mais beaucoup plus longtemps. Donc en fait, tout le monde s'y retrouve. C'est ça que vous appelez l'obsolescence déprogrammée ? C'est la désobsolescence, si vous voulez. Oui. C'est ça. Mais oui, ce serait la désobsolescence programmée. Oui, j'ai pas mis cette expression dans le bouquin, mais c'est une bonne idée. Alors, pardonnez-moi, à moins que vous n'ayez pas. Non, il y avait simplement le dernier point. On va peut-être en parler avec lui sur le plan Marshall pour la planète. C'est une alternative au Green New Deal, qui est de dire on fait un grand plan Marshall écologiste qui reposerait sur une coalition internationale d'États. Donc à voir dans le cadre d'une civilisation écologiste ou pas. Oui, en fait, il faut une politique de grands travaux concertés de manière internationale pour faire tout ce que j'ai raconté dans le bouquin, parce que c'est pas à la France de le faire toute seule, surtout pas. Non, c'est le G20, c'est-à-dire les 20 plus grandes économies de la planète qui représentent à elles seules environ 75% du PIB mondial. Si elles le font, c'est bon. Et donc, faut le faire de manière concertée. Concerter 20 gouvernements, en fait, c'est faisable. Donc, ça doit être fait, ça doit être impulsé par les gouvernements, parce que le Green New Deal, c'est compter spontanément sur le secteur privé pour être la locomotive. Mais non, le secteur privé, il est calibré, il est conçu pour répondre à la demande. Le secteur privé ne fabrique pas de la demande, ce n'est pas vrai. Et donc c'est au gouvernement de le faire par une politique de grands travaux qui peuvent très bien être faits par des multinationales. Moi, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, comme dirait Musset. Mais voilà, c'est important que la demande, que la locomotive, ce soit les États. D'accord. Alors, quand même, est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur le gouvernement écologique mondial ? Oui, parce que ça, c'est... j'imagine ce que vous aurait dit Michel Onfray sur le gouvernement écologique mondial. Il vous aurait dit, mais vous faites quoi du droit des peuples, là ? Et là, je lui aurais répondu que Michel et moi, nous avons en commun d'être des amoureux de la philosophie stoïcienne. Ouais. Et le stoïcisme, qu'est-ce qu'il vous dit sur Dieu, la nature, le cosmos ? C'est que tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu, le cosmos, la nature, c'est l'ensemble de l'univers physique, mais aussi les forces et les lois qui régissent l'univers, et que ça forme un tout. Et que dans ce tout-là, les stoïciens considèrent qu'il y a une communauté humaine à l'échelle du monde. D'accord. Attendez, j'y viens. Et cette communauté humaine à l'échelle du monde, on peut l'appeler la cosmopolis, si vous voulez. Le cosmopolitisme, en fait, il y a une longue tradition stoïcienne de cosmopolitisme, du fait de se revendiquer citoyen du monde. Et par exemple, Sénèque vous dit « ma patrie, c'est le monde ». Et moi, je me reconnais totalement là-dedans, totalement. Et pour cette raison-là, j'ai aucun problème avec l'idée d'un gouvernement mondial pour l'enjeu de l'écologie. Alors, c'est quand on a besoin d'un gouvernement mondial qu'il nous en faut un, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est parce que l'écologie est un problème global. Vous le mentionniez tout à l'heure, c'est exactement ça. Un problème global, solution globale. Quand le problème est local, je suis pas pour un gouvernement mondial, ce serait stupide. Je voulais quand même vous faire un petit commentaire juste avant la coupure pour vous dire qu'à chaque fois qu'on a créé un gouvernement mondial, entre guillemets, les grandes instances de décision mondiale, que sont l'ONU, que sont l'OTAN, que sont... L'OTAN n'est pas mondial. Non, n'est pas mondial, mais ça a vocation, ça pourrait devenir mondial. À chaque fois qu'on a créé une idée d'instance supranationale, ça s'est fait sous l'autorité des Américains. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Vous avez le temps, un court instant pour y réfléchir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. L'heure libre, 10h-11h. De retour sur l'heure libre, votre rendez-vous Sud Radio, loin des propos convenus tous les samedis matins de 10h à 11h, un partenariat Front Populaire, la revue et Sud Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Maxime Le Nagard, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Thomas Guénolé, politologue, docteur en sciences politiques, essayiste et auteur du livre La fin des haricots, paru aux éditions Plomb. Nous étions en train de nous interroger sur ce que votre proposition la saillante, on va dire, de votre livre, le gouvernement écologique mondial, pour en finir avec le désastre écologique auquel nous assistons. Et je vous faisais remarquer que dans ce dispositif, eh bien, les Français, certainement, ne s'y retrouveraient pas, et que le gouvernement écologique mondial, c'est certainement sous l'autorité des Américains, voire des Californiens, que nous y assisterions. Alors, personnellement, le fait que telle ou telle nation soit plus ou moins bien lotie étant citoyen du monde, ça me laisse froid comme un colin. C'est vrai. Mais c'est vrai, bah oui, c'est logique. Ouais. Oui, puisqu'on en parlait avant la pause. Moi, je suis cosmopolite, donc ce que je vois, moi, c'est l'humanité. Cela étant, si on raisonne d'un point de vue géopolitique, c'est ça que vous proposez,
Nous ne sommes plus dans les années 90 de la toute-puissance américaine, juste après l'effondrement de l'Union soviétique. Nous sommes entrés dans une nouvelle bipolarité qui est entre Washington et Pékin. Et donc, alors je vous parle, rien de grand ne peut avoir lieu sans un accord entre Washington et Pékin au minimum. Ouais. Est-ce que vous sentez que Pékin est très mobilisé sur la cause environnementale ? Oui, en l'occurrence, la Chine fait partie des pays les plus en pointe sur l'écologie, mais de manière tout à fait égoïste, parce qu'ils partent de... Comme c'est la première puissance industrielle mondiale, alors je vous parle, c'est aussi l'un des pays avec l'Inde qui ont les plus graves problèmes de pollution industrielle et donc ils sont en pointe pour sauver leur propre peau. Mais alors je vous parle, le leader de la production d'énergie solaire, c'est la Chine. Et donc, la Chine n'a pas vraiment de leçons à recevoir sur ce point. Elle en a sur d'autres en tant que régime totalitaire absolument épouvantable. Qui sont les mauvais élèves ? Qui sont les mauvais élèves actuellement, on va dire, dans ces désordres écologiques mondiaux ? Ce sont les Américains ? Alors, si vous voulez, les États-Unis et la Chine ont en commun d'être les deux plus gros pollueurs de la planète. Mais, à l'heure actuelle, celle de ces deux puissances qui va le plus fort et le plus vite pour résoudre le problème, c'est la Chine. Et non pas les États-Unis qui sont en retard, même si ça va mieux depuis qu'on est passé de Trump à Biden sur le point spécifique de l'écologie. Je ne me prononce pas sur le reste. Alors, sur l'organisation, sur un gouvernement mondial de l'écologie, concrètement, ce que je propose, c'est de créer une organisation internationale qui sera l'Organisation mondiale de l'écologie, parce que je ne vois pas comment on pourrait avoir une organisation mondiale du commerce, mais pas une organisation mondiale de l'écologie. En termes de priorité, c'est complètement délirant. Et tout ce que je propose comme étant les compétences de l'Organisation mondiale de l'écologie, ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres domaines. Je vous prends un exemple. Comme vous avez une organisation internationale, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle fait des inspections pour vérifier où en sont les différents États sur le respect des règles en matière d'énergie nucléaire. Et ils font des inspections dans les différents pays, ils font des rapports et ils peuvent proposer des sanctions. Je propose que l'Organisation mondiale de l'écologie puisse faire ça sur l'écologie. Et je propose qu'elle puisse elle-même décider de sanctions, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, la preuve que c'est bien possible. Je propose aussi qu'elle soit capable de produire ses propres normes internationales pour l'écologie, comme le fait déjà l'Organisation internationale du travail en matière de droits sociaux des travailleurs. Et donc, j'insiste là-dessus, c'est pas une utopie délirante, c'est quelque chose qui existe déjà dans les mécanismes du droit international. Simplement, nous ne le faisons pas à l'heure actuelle pour l'écologie, alors que ce serait urgent. J'ajoute puisqu'on a un gros problème de pollution des mers, moi je suis breton comme vous, donc c'est un truc cher à notre cœur, et en l'occurrence, on a une pollution plastique absolument dégueulasse dans la haute mer, mais comme la haute mer n'est à personne s'en occupe. Et donc je propose que cette organisation écologique mondiale ait la souveraineté sur toute la haute mer et tous les fonds marins des hautes mers, et donc soient automatiquement responsables de leur nettoyage, de leur protection, de leur réglementation. Et donc ça veut dire que la moitié du territoire, la moitié de la surface du globe serait sous la souveraineté de ce gouvernement mondial. Alors j'en entends déjà délirer sur Klaus Schwab, Bill Gates et compagnie. Alors ceux-là, j'ai envie de leur dire du calme. D'accord. Alors, entendu, mais quand même, est-ce qu'il n'est pas un tout petit peu contradictoire dans la première partie de l'émission de nous expliquer que vous êtes farouchement pour que les citoyens, la souveraineté finalement du peuple revienne au peuple, c'est-à-dire que les citoyens se réemparent des sujets. Voilà, exactement. Et dans le même temps, préconiser un gouvernement écologique mondial. Comment on va s'y retrouver ? Vous voyez bien qu'on est dans le grand écart. Le gouvernement écologique mondial que je propose est une organisation internationale. Une organisation internationale, c'est intergouvernemental par définition. Donc, c'est pas du tout incohérent par rapport à ce qu'on vient de dire, et ça ne m'empêche pas de souhaiter que dans le maximum de pays du monde, on passe à la démocratie fondée sur des assemblées souveraines tirées au sort, et non pas sur la démocratie représentative, ou pire, sur la dictature. Écoutez, alors, donc, tout va bien. On va essayer d'avancer dans la lecture de votre livre, parce que vous proposez aussi, pour résoudre la crise écologique, d'en finir donc avec l'obsolescence programmée, on l'a dit, de promouvoir un urbanisme vert, et puis il y a une mesure qui peut évidemment faire très peur, c'est la dénatalité dans les pays les plus riches. Par exemple, vous citez l'exemple du Nigeria. Il y a 7 fois plus d'enfants dans le Nigeria, mais vous dites que les enfants des pays pauvres polluent peu. C'est-à-dire qu'ils polluent 100 fois moins que les enfants européens, occidentaux, japonais ou américains. Et là, on a envie de vous dire, vous êtes donc pour une forme de malthusianisme des pays riches, etc. On risque quand même de tomber dans une forme d'extinction
l'extinction de l'homme, du mâle blanc, entre guillemets, non? Alors d'abord, étant citoyen du monde, je suis totalement indifférent à la couleur de la peau. Ouais, d'accord. Pour moi, ça a autant d'importance politique que la couleur de vos cheveux. D'accord. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent différemment, mais je leur demande de me démontrer en quoi ça serait autre chose qu'un taux de mélanine. Voilà, déjà ça c'est mon premier point. Ensuite, je suis néo-malthusien et je l'assume complètement. Voilà, comme ça les choses sont claires. Je pense que l'espèce humaine, par rapport à ce qu'elle consomme par tête, en fait on est trop nombreux sur Terre. Donc, il n'y a que deux possibilités. Soit on réduit massivement, soit on appauvrit massivement toute l'humanité parce qu'on consomme trop, soit on fait beaucoup moins d'enfants. Et moi, je ne propose pas l'extinction. Je propose juste qu'on fasse un enfant par femme. Et pas plus. Ça me paraît raisonnable. 2 maximum, mais ça doit être rare. Vous comprendrez que ça laisse évidemment... mais on est déjà dans cette transition. Je propose juste qu'on accélère. J'entends bien, ça va faire réfléchir en tout cas nos auditeurs. Alors je voudrais vous signaler, avant de nous quitter, un rendez-vous très important. Le 5 avril, Michel Onfray, vous serez salle Gaveau à 20h30 face à François-Xavier Bellamy. Et vous pourrez assister à un débat de grande qualité entre les deux hommes, comprendre leurs accords, leurs désaccords, de ces deux philosophes finalement engagés dans leur époque, mais à des degrés divers. Et on verra ce qui rassemble les deux philosophes, mais aussi ce qui les divise, le fond, la forme. Ça promet d'être passionnant. Les places sont à prendre sur le site de la salle Gaveau. Et nous avons un cadeau pour vous. 0826 300 300. Le 12e appel. Pourquoi le 12e appel? Parce que c'est le numéro actuel de Front Populaire, le 12e. Eh bien, le 12e appel au 0826 300 300 gagnera 2 places pour le débat exceptionnel entre Michel Onfray et François-Xavier Bellamy le 5 avril. Et nous ferons gagner encore 2 places pour le 20e appel. Pourquoi 20e? Eh bien, pourquoi pas 0826 300 300. C'est parti. Je vous remercie tous les deux. Je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio, ainsi que ceux de frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Bonne journée à tous.